Il y a des histoires qui commencent dans le silence d'un salon, autour d'un café tiède, dans une maison de province apparemment banale. Et puis, il y a celles qui commencent par un détail qui dérange. Dans le quartier tranquille d'Orvaux, près de Nantes, les Troadec étaient des gens ordinaires, du moins en apparence. Une vie simple, sans éclat. Camping l'été, quelques sorties, un quotidien discret. Rien qui ne laisse présager l'horreur. Mais un jour, tout change. Du camping, il passe aux hôtels. 2 voyages par an, en toute décontraction. Une Audi et une BMW flambant neuve dans l'allée. Des dépenses soudaines et inexpliquées. Un changement de train de vie brutal, presque absurde. Sauf si on connaît la légende familiale. Celle d'une caisse de lingots d'or, retrouvée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un trésor enterré, découvert par le père Troadec. Et selon certaines rumeurs, discrètement subtilisé par son fils Pascal et sa compagne Brigitte, sans rien dire aux autres héritiers. Mais personne n'a jamais vu l'or. Aucun lingot, aucune photo, rien. Sauf le beau-frère, Hubert Kawassin. Lui, il y croyait dur comme fer, obsédé. Il a espionné Pascal et Brigitte pendant des mois. Il fouillait leurs poubelles, écoutait leurs conversations. Sa femme, elle, allait encore plus loin. Elle a caché un dictaphone dans son soutien-gorge pendant les repas de famille pour tout enregistrer et tout contrôler. Paranoïa, soupçon, ressentiment. Puis un soir, le point de non-retour. 4 personnes disparaissent, sans un cri, sans un appel. Plus de corps, plus de traces, réduits en cendres, littéralement. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est l'une des affaires les plus hallucinantes, les plus intimes, les plus froides de l'histoire criminelle française. Une tuerie familiale née d'un secret, d'un soupçon et d'un trésor invisible. Bienvenue dans l'affaire Troadec. Nantes, le 23 février 2017. Une femme appelle la police, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de sa sœur depuis une semaine. Elle explique que ce silence est très inhabituel. Depuis 7 jours également, les 2 enfants du couple, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, ne répondent plus au téléphone. Les forces de l'ordre se rendent au domicile familial situé route d'Orvaux, au nord de Nantes. Avec l'aide des pompiers, ils pénètrent dans la maison. Celle-ci semble propre et en ordre, mais plusieurs détails les inquiètent. Dans le frigo de la cuisine, des aliments périmés depuis une semaine, de la vaisselle dans l'évier, et dans les chambres, les lits sont défaits. Mais les 2 voitures familiales sont encore stationnées dans l'allée. En montant à l'étage, les policiers découvrent dans la chambre de Sébastien un téléphone portable ensanglanté et dissimulé sous un tas de linge. La police judiciaire est alors immédiatement appelée. Les enquêteurs relèvent de minimes traces de sang sur la rampe d'escalier et sur quelques marches. Les ordinateurs de la famille ont disparu. C'est alors que le parquet ouvre rapidement une enquête pour enlèvement et séquestration suivie de meurtre. On cherche alors une première piste. Le comportement passé du fils aîné, Sébastien, intrigue les enquêteurs. Son téléphone est retrouvé couvert de sang, mais sa voiture manque à l'appel. Une fiche de police mentionne qu'il pourrait être potentiellement dangereux. C'est alors que des recherches sur les réseaux sociaux révèlent des messages inquiétants sur son compte Twitter. Il y parle de morts et de conflits familiaux, notamment avec son père. Son casier judiciaire montre qu'en 2013, alors adolescent, il avait évoqué une tuerie au sein de son collège, ce qui lui avait valu une garde à vue. Finalement, cela avait été interprété comme une provocation. Toutefois, l'hypothèse de sa culpabilité s'effondre lorsque son ADN, ainsi que celui de ses parents et de sa sœur, est retrouvé dans les traces de sang découvertes à leur domicile. Les Troadec formaient une famille unie, aux revenus modestes mais stables. Ils disposaient d'une bonne épargne, sans dette, et habitaient le quartier depuis 18 ans. Discrets, ils aimaient être dans leur bulle familiale. Pascal, le père, était électricien câbleur, reconnu comme consciencieux par ses collègues. Il arrivait toujours plus tôt au travail et attendait ses collègues chaque matin. Solitaire, il était néanmoins très attaché à sa famille. Brigitte, la mère, était employée à la Direction générale des finances publiques. Elle était décrite comme protectrice, douce et proche de ses enfants. Charlotte, étudiante en BTS sanitaire et social, préparait son diplôme à 100 km de chez elle. Elle était une jeune fille vive et ouverte. 6 jours après leur disparition,
Le 1er mars, la carte vitale de Charlotte est retrouvée dans un pantalon abandonné à Dirinon, dans le Finistère, à 250 km d'Orvaux. Des recherches intensives sont alors lancées avec hélicoptères et plongeurs, mais rien n'est trouvé. Des objets éparpillés qui évoquent un jeu de piste. Parallèlement, la voiture de Sébastien est retrouvée à Saint-Nazaire, à 60 km d'Orvaux. Elle est analysée et on y découvre des traces de sang sur la banquette arrière et dans le coffre. Les enquêteurs se penchent alors sur Hubert Kawassin, le compagnon de Lydie, la sœur de Pascal. Mis en garde à vue le 24 février, il révèle des tensions anciennes entre lui et la famille Troidec. Une tante affirme avoir lu des lettres de menaces de sa part à l'intention de Pascal. Hubert, lui, se dit convaincu que la famille est simplement partie en vacances et que de toute manière, cela fait beaucoup d'années qu'il ne s'est plus rendu à leur domicile. Le mobile, un supposé vol de lingots d'or et de pièces anciennes découverts par Pascal dans un appartement ayant appartenu à leur père, Pierre Troidec. Hubert affirme que Pascal a volé cet or car selon lui, le train de vie de la famille Troidec a changé. Voyage, rénovation, voiture de luxe. Il dépose même un signalement traque-fin auprès des autorités pour les dénoncer. Mais après 20 heures d'audition, il ressort libre. Hubert et Lydie se sont rencontrés sur Internet en 2006. En 2009, Lydie est atteinte d'un cancer. 4 ans plus tard, Pascal développe une hypersensibilité au bruit. Il reste plusieurs années en arrêt maladie et vit replié sur lui-même. Entre 2013 et 2016, les relations entre Lydie et son frère se détériorent. Hubert devient obsédé par les Troidec. Il les juge radins, les soupçonne de cacher un trésor. Il crée sur son ordinateur un dossier nommé Crapule, contenant des photos de GPS, des tentatives de localisation pour trouver leur adresse. En juillet 2014, un échange houleux a lieu entre Pascal et Hubert au domicile de la mère de Pascal, Renée, enregistré par Lydie à l'aide d'un dictaphone caché dans son soutien-gorge. Hubert déclare alors « Pour des trucs comme ça, on éradique des familles ». Suite à cet événement, Renée, la mère de Pascal, coupe les ponts avec son fils. Elle lui envoie une lettre recommandée chez lui qui indique qu'elle ne veut plus de personnes malveillantes chez elle. Pascal vit alors très mal le fait que sa mère et sa sœur ne veuillent plus de contact avec sa famille. À l'été 2015, Pascal explose. Il contacte alors les services de police pour porter plainte contre Hubert suite aux accusations de vol. Pour lui, cette histoire est allée trop loin. Le 4 mars 2017, des analyses révèlent la présence de l'ADN d'Hubert dans un verre de la cuisine des Troidec. Cela contredit ses déclarations selon lesquelles il n'avait pas mis les pieds chez eux depuis des années. Dans la voiture de Sébastien, son ADN est également retrouvé à plusieurs endroits. Le 5 mars, la police judiciaire interpelle Lydie et Hubert à 6h du matin et les place en garde à vue. À 14h25 commence alors l'audition d'Hubert en lui tendant un piège. Il lui redemande alors s'il est sûr et certain de ne pas être allé chez les Troidec. Il lui répond alors que oui, il en est sûr. Là, l'enquêteur lui demande alors pourquoi ils ont retrouvé son ADN sur un verre dans la cuisine des Troidec. Hubert finit alors par s'effondrer sous la pression des enquêteurs et y avoue les meurtres. L'audition durera pendant des heures. Il dit tout d'abord qu'il est allé au domicile des Troidec quelques jours avant les faits pour pouvoir recueillir des informations dans sa quête d'or, mais que finalement, il n'a pas réussi à discuter et qu'il repart chez lui. Il raconte que quelques jours plus tard, il est alors entré par effraction dans la maison la nuit du 16 au 17 février, mais il est repéré par Brigitte et Pascal en faisant du bruit. Il se retrouve alors en confrontation avec le couple. Une bagarre éclate entre eux. Pris de panique, il désarme Pascal qui a fait un pied de biche en main et frappe Brigitte avec, ainsi que Pascal. Sébastien sort au même moment de sa chambre, puis Charlotte. C'est là que la folie meurtrière commence. Tous meurent sous les coups. Il se dit alors que tout est trop tard et qu'il ne peut plus revenir en arrière. Il transporte alors les 4 corps dans la voiture de Sébastien jusqu'à sa ferme située à Pont-de-Buis à 300 km. Arrivé là-bas, pendant 2 jours entiers, ce fut un véritable travail d'acharné. Il s'empare d'un couteau de cuisine et les découpe, en commençant par les têtes, parce qu'il était difficile pour lui de les voir. Ensuite, il brûle les chairs dans la chaudière et tente de faire disparaître les têtes séparément. Le 8 mars 2017, les policiers et enquêteurs en compagnie d'Hubert se rendent sur place afin de découvrir ce qu'il s'est passé. Ils vont découvrir des objets appartenant à la famille, passent le périmètre autour de la ferme au peigne fin et constatent qu'il y a des restes humains tout autour de la propriété. Une famille entière réduite à 300 grammes d'os. Hubert aurait peut-être menti sur un élément central, les crânes de la famille. Il désigne un marécage boueux, mais ils ne les retrouveront jamais. Il dit qu'il les avait concassés, donc que c'était pour cela qu'il ne pouvait pas retrouver des crânes intacts. Lydie avoue avoir vu Hubert revenir à 8h30 le lendemain matin couvert de sang. Elle était horrifiée et lui a demandé ce qui s'est passé. Il lui a dit qu'il avait fait une grosse connerie et qu'il les avait tous tués. Elle reconnaît alors l'avoir conduit chez les Troidec le vendredi pour nettoyer les lieux, mais n'est pas rentrée avec lui à l'intérieur parce qu'elle ne voulait pas avoir cette vision d'horreur. Elle le récupérera le lendemain, lui dans la voiture de Sébastien, avec les corps dans le coffre, elle au volant de sa voiture, direction la ferme. Puis, quelques jours plus tard, elle déclare alors l'avoir aidé à nettoyer la voiture de Sébastien avant de l'abandonner sur un parking à Saint-Nazaire.
Elle est mise en examen pour recel de cadavres et modification de scènes de crime. Hubert, lui, est poursuivi pour quadruple assassinat et atteinte à l'intégrité des cadavres. Mais les enquêteurs doivent encore apporter la preuve de la préméditation. Ils ont du mal à croire que Pascal et Brigitte ont gardé un pied de biche dans leur chambre ou sous leur lit. Et puis, la version d'une bagarre qui a mal tourné, difficile à croire. Comment a-t-il pu désarmer Pascal? Et comment a-t-il pu avoir le dessus sur une famille de 4 personnes qui voient un intrus chez elle la nuit? Ils imaginent alors un autre scénario. Mais l'autopsie réalisée en mars 2017 ne permet pas d'affirmer les hypothèses. Les policiers alors demandent au légiste si la découpe des corps a été préparée, mais aucune preuve de préméditation tangible. Même si les ordinateurs d'Hubert disent le contraire, il a effectué des recherches d'armes, de GPS, de tueurs à gages. Mais ces recherches ont été effectuées en 2014-2015, mais plus rien depuis, et rien ne prouve qu'il ait acheté une arme. Le 19 avril 2019, le juge organise une reconstitution au domicile des Troidec pour y voir plus clair. Hubert rejoue alors sa version des faits. Mais le juge ne tire rien de plus de la reconstitution. Ce sont alors les experts psy qui vont tenter d'apporter des explications au massacre de la famille Troidec. Le 22 juin 2021 s'ouvre le procès devant la cour d'assises de Nantes qui durera 3 semaines. Lydie encourt 3 ans de prison, Hubert la perpétuité. Dès le premier jour, Lydie déclare « Il n'y avait pas d'or. J'ai été prise dans un délire. » Elle regrette s'être engouffrée dans cette spirale, mais tout est trop tard. Le 1er juillet, 8 jours après l'ouverture du procès, Renée, la mère de Pascal et Lydie, intervient brièvement en visio. « Je ne sais pas si mon fils Pascal m'a aimé. » Elle défend partiellement Hubert malgré l'atrocité des faits, en ne cautionnant pas ce qu'il a fait, mais en disant « je le comprends ». Hubert, quant à lui, raconte comment a germé l'obsession du trésor. Les experts psychiatriques parlent de paranoïa et de délire obsessionnel nourris par des frustrations anciennes. Malgré cela, l'avocat général demande la perpétuité, estimant que les troubles mentaux n'atténuent pas la responsabilité. Hubert Kawassin est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Lydie Troidec écope de 3 ans de prison dont 2 fermes. Elle est incarcérée à l'issue du procès avec obligation de soins. Aucun des deux ne fera appel. L'affaire Troidec est un des cas les plus terrifiants et complexes de l'histoire judiciaire contemporaine en France. Une famille paisible, anéantie, victime de la folie paranoïaque et du désir de vengeance d'un homme qui portait un ressentiment intime ou peut-être une illusion à son entourage proche. Elle soulève des questions cruciales. Comment distinguer la folie criminelle de la responsabilité consciente? Jusqu'où peut conduire une obsession? Pourquoi un crime d'une telle violence a lieu dans le cercle familial le plus proche?